Chapitre 19. Un concert, une catastrophe, une confession. Marilla, puis-je aller voir Diana quelques minutes demanda Anne un soir de février, hors d'haleine, car elle était descendue du pignon est en courant. Je ne vois pas pourquoi tu irais vagabonder dehors maintenant qu'il fait nuit, répondit Marilla, d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Diana et toi, vous êtes revenus ensemble de l'école, à pied, et après, vous êtes restés encore une bonne heure à jacasser dans la neige. Alors, franchement, je ne pense pas que tu ne te porteras plus mal si tu ne la revois pas tout de suite. Mais c'est elle qui veut me voir, fit Anne, suppliante. Elle a quelque chose de très important à me dire. Et comment as-tu appris cela? Elle vient de m'envoyer un signal depuis sa fenêtre. Nous avons convenu d'un système de signaux, et nous utilisons une chandelle et du carton. Nous posons la chandelle sur le rebord de la fenêtre, et nous faisons glisser le carton devant. Un certain nombre de signaux lumineux signifient quelque chose de particulier. C'était mon idée, Marilla. Je l'aurais juré, déclara Marilla avec emphase. La première chose que l'on va savoir, avec ces sornettes de signaux, c'est que vous aurez mis le feu au rideau. Oh non, Marilla, nous sommes très prudentes, et c'est si palpitant de communiquer par signaux. 2 signaux lumineux veulent dire es-tu là? 3. Oui. 4. Non. 5 signifie viens ici le plus vite possible, car j'ai quelque chose de très important à te révéler. Diana vient justement de m'envoyer 5 signaux lumineux, et j'ai très hâte de savoir ce qu'elle veut me dire. Bon, d'accord, je ne te laisserai pas languir trop longtemps, fit Marilla sarcastique. Tu peux y aller, mais il faut que tu sois revenu dans 10 minutes, et pas plus, n'oublie pas. Anne n'oublia pas et revint à l'heure indiquée, bien qu'il fût difficile à de simples mortels d'évaluer les efforts qu'elle dut fournir pour limiter sa discussion avec Diana à 10 minutes seulement. Mais elle avait su, en tout cas, en tirer le meilleur parti. Oh, Marilla, tu sais quoi? Demain c'est la fête de Diana. Et tu sais encore quoi? Sa mère lui a dit qu'elle pouvait m'emmener chez eux après l'école et que je pourrais passer la nuit là-bas. Ses cousins viennent spécialement de Newbridge, dans un grand traîneau, pour se rendre au concert de la Société des débats, à la salle de spectacle, demain soir. Et ils vont nous emmener au concert, Diana et moi, si tu me permets d'y aller, bien entendu. Tu me le permettras, dis, Marilla? Oh, j'ai hâte, j'ai hâte! Aussi bien te calmer tout de suite, car tu n'iras pas. Tu es bien mieux à la maison, dans ton lit à toi, et quant à ce concert de la société, c'est de la foutaise, et les petites filles ne devraient pas être autorisées à se rendre dans des lieux tels que celui-là. Mais je suis certaine que la société des débats est quelque chose de tout à fait respectable, implora Anne. Je n'ai pas dit qu'elle ne l'était pas, mais il n'est pas question que tu commences à courailler dans des concerts et à traîner dehors à n'importe quelle heure de la nuit. Belle affaire pour les enfants. Je suis surprise que Madame Barry consente à y laisser aller Diana. Mais c'est une occasion tout à fait exceptionnelle, plaida la petite, au bord des larmes. L'anniversaire de Diana n'a lieu qu'une fois par année. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un événement ordinaire, Marilla. Prissy Andrews va réciter le poème de Rose Arctic Drops. Le couvre-feu ne sonnera pas ce soir. C'est un beau poème, très édifiant, Marilla. Je suis sûre que cela me ferait le plus grand bien de l'entendre. Et la chorale entonnera 4 chants pathétiques, presque aussi impressionnants que des hymnes. Et, oh oui, Marilla, le pasteur sera là, il va prononcer un discours. Ce sera presque un sermon. S'il te plaît, Marilla, laisse-moi y aller. Tu as bien entendu ce que j'ai dit, Anne? N'est-ce pas? Enlève tes bottes et va te coucher. Il est 8 heures passées. Il y a encore autre chose, Marilla, renchérit Anne, comme un argument final qu'elle avait gardé en réserve. Madame Barry a mentionné à Diana que nous pourrions dormir dans le lit de la chambre d'amis. Pense à l'honneur que l'on me fait en me réservant la chambre d'amis. C'est malheureusement un bonheur dont tu devras te passer. Allons, Anne, va te coucher, et que je n'entende plus un mot. Une fois qu'Anne, les joues ruisselantes, eut regagné tristement sa chambre, Matthew, qui avait faim de dormir sur sa chaise pendant tout ce dialogue, ouvrit les yeux et lança, d'un ton très sûr de lui. Eh bien, Marilla, je crois que tu devrais laisser Anne y aller. Moi, je ne le crois pas, rétorqua Marilla. Qui est-ce qui élève cette petite, Matthew? Toi ou moi? Bon, c'est toi, admit Matthew. Dans ce cas-là, ne t'en mêle pas. Disons que je ne m'en mêle pas. Ce n'est pas se mêler des affaires des autres que d'émettre un avis. Et je pense que tu devrais laisser Anne aller chez Diana. Toi, je n'en doute pas, tu autoriserais Anne à se rendre sur la lune si elle en manifestait le désir, riposta Marilla sans trop d'aménité. J'aurais bien accepté de lui laisser passer la nuit chez Diana s'il ne s'agissait que de cela. Mais je n'approuve pas de concert. Elle va probablement attraper froid en y allant, et elle reviendra de la fête tout échauffée et remplie d'idées idiotes. Elle en aura pour une semaine à s'en remettre. Je comprends mieux que toi, Matthew, le caractère de cette petite, et je sais ce qui est bon pour elle.
Je pense que tu devrais laisser Anne y aller, répéta Matthew avec fermeté. La discussion n'était pas son fort, mais la ténacité l'était sûrement. Marilla poussa un soupir d'impuissance et se réfugia dans le silence. Le lendemain matin, pendant qu'Anne, dans le garde-manger, était en train de laver les assiettes du petit déjeuner, Matthew s'immobilisa avant d'aller à la grange et redit à Marilla. Je pense que tu devrais laisser Anne y aller, Marilla. Pendant quelques instants, les traits de Marilla revêtirent une expression que la décence nous empêche de décrire. Puis, elle se résolut à l'inévitable et dit, d'un ton acerbe. Bon, d'accord, puisque rien d'autre ne te contentera, elle ira. Anne, une lavette dégoulinante à la main, surgit du garde-manger. Oh, Marilla, Marilla, répète-moi encore ces paroles bénies. Une fois suffit, c'est la faute de Matthew, et moi, je m'en lave les mains. Si tu attrapes une pneumonie à dormir ailleurs, ou à sortir d'une salle surchauffée en plein milieu de la nuit, ne t'en prends pas à moi, mais à Matthew. Anne Shirley, tu es en train de faire dégouliner l'eau graisseuse sur le plancher. Je n'ai jamais vu une gamine aussi inattentive. Oh, je sais bien que je te cause des soucis, Marilla, fit Anne toute repentante. Je fais tellement de bêtises, mais je réfléchis à celles que je ne fais pas. Je vais aller chercher du sable et je frotterai les taches avant d'aller à l'école. Oh, Marilla, j'avais tellement envie d'aller à ce concert. Je ne suis jamais allée à un concert de ma vie. Quand les autres filles parlent de musique à l'école, je me sens tellement à l'écart. Tu ne te rendais pas compte à quel point j'y tenais, mais tu vois, Matthew lui l'a compris. C'est si agréable d'être comprise, Marilla. Anne était bien trop troublée pour travailler sérieusement à ses leçons à l'école, ce matin-là. Gilbert Blythe la devança en orthographe et la sema tout à fait en calcul mental. L'humiliation qu'Anne en ressentit fut minime, cependant, parce que derrière tout cela miroitaient le concert et la chambre d'amis. Elle bavarda sans arrêt avec Diana toute la journée. Si l'instituteur avait été plus sévère que M. Phillips, elle aurait sans doute été dûment rappelée à l'ordre. Anne sentit plus que jamais à quel point ce concert lui devenait indispensable, car on ne parla de rien d'autre à l'école ce jour-là. La société des débats d'Avonlea, qui se réunissait toutes les 2 semaines pendant l'hiver, avait déjà offert des spectacles gratuits, de moindre importance. Mais ce concert-là constituait un événement dont les recettes, le prix d'entrée était de 10 sous, allaient servir à financer la bibliothèque. Les jeunes d'Avonlea s'entraînaient pour la société depuis des semaines, et l'intérêt des enfants était considérable, parce que leurs frères et sœurs les plus âgés allaient y prendre part. Tous les écoliers de plus de 9 ans devaient s'y rendre, sauf Carrie Sloane, dont le père partageait, avec Marilla, une réticence décisive quant aux sorties nocturnes des petites filles. Carrie Sloane en pleura toute l'après-midi dans son livre de grammaire, persuadée que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. L'excitation d'Anne connut sa première effervescence dès la sortie des classes, et se mua graduellement en parfaite extase lors du concert lui-même. Avant, Diana et elle avaient siroté un thé tout à fait exquis, et puis s'étaient occupées de l'activité la plus délicieuse, celle de s'habiller dans la petite chambre qu'occupait Diana à l'étage. Diana coiffa les cheveux d'Anne sur le devant, selon le nouveau style Pompadour. Anne noua les rubans de Diana d'une manière connue d'elle seule. Elles essayèrent au moins une demi-douzaine de coiffures différentes. Des chignons, des queues de cheval, des tresses. Enfin, elles se déclarèrent prêtes, les joues cramoisies, les yeux brillants d'impatience. Anne, il est vrai, ressentit un soupçon de jalousie à la vue de Diana, coiffée de son élégant bonnet de fourrure et drapée dans sa jolie petite veste. Elle n'avait, elle, que son béret noir ordinaire et son manteau de tissu gris, tout droit, aux manches étroites, que Marilla lui avait confectionné. Mais elle se souvint, juste à temps, qu'elle disposait d'une grande imagination dont elle pouvait se servir. Sur ce, les cousins de Diana, les Murray de Newbridge, arrivèrent. Tout le monde s'entassa dans le grand traîneau, entre la paille et les couvertures de fourrure. Anne éprouva un plaisir sans précédent à descendre, ainsi jusqu'à la salle des fêtes, attentive au crissement de la neige sous les patins, tandis que les traîneaux filaient sur les routes lisses comme du satin blanc. Le coucher de soleil était superbe, et les collines enneigées, serties dans l'eau bleue du golfe de Saint-Laurent, évoquaient une énorme coupe de perles et de saphirs que les vins rouges et les feux eussent auréolés. Le tintement des clochettes et des traîneaux, les échos de rires lointains fusant de toutes parts, répandaient une magie euphorique et légère comme des rumeurs des bois de fées. « Oh, Diana !» dit Anne doucement, tout en étreignant la petite main emmitouflée de son amie, sous la couverture de fourrure. « Ne dirait-on pas un beau rêve ? Ai-je toujours mon allure coutumière ? Je me sens si différente. Cela doit se voir à mon visage. »« Tu es très jolie, » dit Diana, à qui un de ses cousins venait de faire un compliment, et qui tenait à le partager. « Tu as un teint ravissant. » Le programme de ce soir-là constitua un enchaînement de sensations fortes, pour au moins une des spectatrices.
et Anne confia à Diana que chacune de ses sensations se révélait plus intense que la précédente. Prissy Andrews, arborant un nouveau corsage de soie rose, un rang de perles sur sa douce gorge blanche et de vrais œillets blancs dans les cheveux, à propos desquels courait le bruit que le maître d'école les avait spécialement mandatés de la ville à son intention, se mit à réciter. Il escalada l'échelle glissante, sombre, sans un seul rayon de lumière. Anne frissonna, pathétiquement en accord avec le texte. Lorsque la chorale entonna « Là-haut, par-dessus les gentilles pâquerettes », Anne leva les yeux au plafond, comme pour y apercevoir des fresques angéliques. Et, quand Sam Sloan entreprit de démonter, illustration à l'appui, comment Sekeri fit couver une poule, Anne rit si fort que ses voisins ne purent s'empêcher d'en faire autant. Plus par contagion qu'en raison de la drôlerie d'une histoire qui se révélait passablement vétuste, même à Avonlea. Quand Phillips, usant de registres de voix plus déchirants les uns que les autres, et en quête du regard de Prissy Andrews à la fin de chaque vers, déclama le monologue de Marc-Antoine devant le corps de César inanimé, Anne eut le sentiment qu'elle pouvait se lever et se révolter sur le champ, pourvu qu'un seul citoyen romain lui en donnât l'exemple. Un seul des numéros de la soirée ne présenta aucun intérêt pour elle. Lorsque Gilbert Blythe récita « Pigan sur le Rhin », Anne ouvrit le livre de la bibliothèque de Rhoda Murray et le lut jusqu'à ce que Gilbert eût terminé. Elle demeura inerte et raide, tandis que Diana applaudissait à tout rompre. Anne et Diana rentrèrent à 11h, rassasiées et comblées, partageant, de plus, cette joie extrêmement douce de savoir qu'elles auraient encore le temps d'échanger leurs impressions de la soirée. Tout le monde semblait endormi, la maison était sombre et silencieuse. Anne et Diana pénétrèrent sur la pointe des pieds dans le petit salon, une longue pièce étroite au bout de laquelle s'ouvrait la porte de la chambre d'amis. Il y faisait bien chaud, les braises du foyer dégageaient une faible lueur. « Déshabillons-nous ici, » dit Diana. « Il y fait si bon, si chaud. »« Ce n'était pas une soirée merveilleuse ?» soupira Anne, le regard perdu. « Ce doit être magnifique de monter sur scène. Penses-tu qu'on nous le demandera un jour, Diana ?»« Oui, certainement un jour. On demande toujours aux grands écoliers de réciter. Gilbert Blythe le fait souvent, et il n'a que 2 ans de plus que nous. Oh, Anne, comment as-tu pu faire semblant de ne pas l'écouter lorsqu'il a déclamé ce vers? En voici une autre, qui n'est pas une sœur. Tu sais, c'est toi qu'il regardait. »« Diana !» rétorqua Anne, très indigne. « Tu es ma très grande amie, mais je ne puis te permettre, même à toi, de mentionner le nom de cet être-là. Es-tu prête à te coucher? Faisons la course pour voir qui sera la première au lit. » Cette proposition plut à Diana. Les 2 petites silhouettes, vêtues de robes blanches, traversèrent la pièce à toute allure, franchirent la porte de la chambre d'amis et bondirent en même temps sur le lit. Soudain, quelque chose s'agita sous elles. On entendit un souffle et un cri, puis la voix étouffée de quelqu'un. « Mon doux Seigneur !» Anne et Diana ne purent jamais se rappeler exactement comment elles réussirent à quitter le lit et à sortir de la chambre. Tout ce dont elles se souvinrent, c'est qu'après une course éperdue, elles se retrouvèrent, tremblantes, en train de monter à l'étage sur la pointe des pieds. « Oh, qui était-ce? Qu'est-ce que c'était ?» murmura Anne, claquant des dents, autant de peur que de froid. « C'était tante Joséphine !» dit Diana, riant à gorge déployée. « Oh, Anne, je me demande comment elle s'est retrouvée là. Oh, je sens qu'elle va être furieuse. C'est affreux, c'est vraiment affreux. Mais as-tu jamais assisté à quelque chose d'aussi drôle? » « Qui est ta tante Joséphine? »« C'est la tante de mon père, et elle vit à Charlottetown. Elle est très vieille, 70 ans environ, et je crois qu'elle n'a jamais été petite fille. Nous attendions sa visite, mais pas si tôt. Elle est très collée-montée, et elle va certainement me réprimander très fort. Bon, nous devrions aller dormir avec Minnie May. Tu n'imagines pas le nombre de coups de pied qu'elle peut asséner en dormant. » Mademoiselle Joséphine Barry ne fit pas son apparition lors du petit déjeuner, pris très tôt le lendemain matin. Madame Barry adressa aux 2 petites filles un sourire aimable. « Vous vous êtes bien amusées hier soir? J'ai essayé de rester éveillée jusqu'à votre retour, car je voulais vous prévenir de l'arrivée de tante Joséphine et vous demander de dormir en haut, mais j'étais si fatiguée que je me suis endormie. J'espère, Diana, que vous n'avez pas dérangé ta tante. » Diana garda un silence discret, tout en échangeant avec Anne, à la dérobée, des sourires par-dessus la table. Anne se dépêcha de rentrer après le petit déjeuner. Elle était aux anges, ne se doutant en rien des événements dramatiques qui allaient secouer la maison Barry. Cette inconscience heureuse prit fin quelques heures plus tard,
lorsqu'elle descendit chez Madame Lind faire une course pour Marilla. Alors comme ça, avec ton amie Diana, vous avez presque fait mourir de frayeur la pauvre mademoiselle Barry, s'écria Madame Lind, d'un ton sévère que venait démentir une lueur coquine dans le regard. Madame Barry était ici, il y a quelques minutes, en route pour Carmody. Elle se fait beaucoup de soucis à cause de cette histoire. La vieille demoiselle Barry était fort de mauvaise humeur en se levant ce matin, et le caractère de Joséphine Barry n'est pas une sinécure, crois-moi. Elle a refusé d'adresser la parole à Diana. « Ce n'est pas la faute de Diana !» s'écria Anne, toute repentante. « C'est la mienne. Je lui ai suggéré que nous faisions la course pour voir qui serait dans le lit la première. »« Je le savais !» s'écria Madame Lind, fière d'avoir gagné son pari. « Je savais qu'une idée pareille ne pouvait sortir que de ta tête. » Eh bien, cela a suscité bien des problèmes. Laisse-moi te le dire. La vieille demoiselle Barry était venue pour un mois, mais elle affirme qu'elle ne restera pas un jour de plus et qu'elle retournera en ville demain, dimanche ou pas. Elle serait partie aujourd'hui si elle avait trouvé quelqu'un pour l'emmener. Elle avait promis de payer à Diana un trimestre de leçons de musique. Mais elle est bien décidée, maintenant, à ne rien donner à un pareil garçon manqué. Oh, je parie qu'ils ont passé un sale quart d'heure là-haut ce matin. Les Barry doivent se sentir au désespoir. La vieille demoiselle Barry est riche, et ils préfèrent demeurer avec elle dans des meilleurs termes possibles. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que m'a dit Madame Barry, mais je juge assez bien de la nature humaine, vois-tu. Je n'ai vraiment pas de chance. Pauvre de moi, soupira plaintivement Anne. Non seulement je me mets toujours dans des situations impossibles, mais j'entraîne en plus mes meilleurs amis. Les personnes pour qui j'irai jusqu'à me saigner les veines. Oh, Madame Lind, pourriez-vous m'expliquer pourquoi cela m'arrive aussi souvent? C'est que tu es trop impulsive. Tu agis trop sur des coups de tête, ma petite, voilà tout. Tu ne prends jamais le temps de réfléchir avant de poser un geste ou de lâcher une parole. Oh, mais c'est la meilleure façon d'agir, protesta Anne. Lorsque quelque chose de surprenant vous vint à l'esprit, il vaut mieux tout de suite en faire part sans attendre. Si on prend trop le temps d'y penser, on gâche tout. Vous n'avez jamais agi de la sorte, Madame Lind? Non, une telle pensée ne l'avait jamais effleurée. Madame Lind secoua négativement la tête, avec toute la lenteur que confère la sagesse. Tu devrais apprendre à penser un peu plus, Anne. Voilà tout. Le meilleur conseil qu'on pourrait te donner, c'est fais bien attention avant de sauter. Et surtout, avant de sauter, dans un lit de chambre d'amis. Cette petite astuce déclencha le rire de Madame Lind, mais Anne, elle, gardait un air pensif. Elle ne trouvait pas que cette situation présentât quelque drôlerie. Au contraire, le tout lui paraissait fort grave. En quittant Madame Lind, elle traversa les champs gelés en direction d'Orchard Slope. Diana vint à sa rencontre sur le seuil de la cuisine. « Ta tante Joséphine est très fâchée, n'est-ce pas » fit Anne à voix basse. « Oui, » répondit Diana, étouffant un petit rire tout en lançant un coup d'œil effaré derrière son épaule, vers la porte fermée du grand salon. Elle en bondissait de rage, Anne. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a grondée! Elle a dit que j'étais la fille la plus mal élevée qu'elle ait jamais connue et que mes parents devraient avoir honte de m'élever de cette façon. Elle répète qu'elle ne restera pas, et pour ma part, cela m'est égal. Mais cela préoccupe fort papa et maman. Pourquoi donc ne leur as-tu pas dit que c'était ma faute? Demanda Anne. Cela me ressemble de faire ça, dit Diana. Je ne suis pas une rapporteuse, Anne Shirley, et de toute manière, j'étais aussi coupable que toi. Eh bien, dans ce cas, je vais tout lui raconter moi-même, décida Anne très résolue. Diana ouvrit de grands yeux. Anne Shirley, mais tu n'y penses pas? Elle te mangera toute crue. Je suis déjà assez terrifiée comme ça, sans que tu en rajoutes, fit Anne suppliante. Pour dire vrai, j'aimerais mieux affronter la bouche d'un canon, mais il faut que je le fasse, Diana. C'était ma faute, il faut que je l'avoue. Heureusement, j'ai l'habitude de passer aux aveux. D'accord, elle est dans cette pièce, abdiqua Diana. Tu peux y aller si tu le désires, moi je n'oserais pas. Et ça ne risque d'ailleurs pas d'améliorer les choses. Encouragée par ces bonnes paroles, Anne partit traquer le monstre dans sa tanière, c'est-à-dire qu'elle s'avança résolument vers la porte du salon, et qu'elle frappa d'un petit coup très sec. Entrez, lui répondit Mademoiselle Joséphine Barry, mince, bien mise, très raide, tricotée avec énergie près du feu. Sa fureur était toujours évidente. Ses yeux hargneux lançaient des flamèches derrière ses lunettes à monture d'or. Elle fit volte-face sans se lever, s'attendant à voir Diana, et aperçut une petite fille, toute blanche, aux grands yeux dans lesquels se disputaient une inexprimable terreur et un courage désespéré. « Qui êtes-vous » s'enquit-elle brusquement, sans autre forme de présentation. « Je suis Anne de la maison au pignon vert » répondit la petite visiteuse, d'une voix tremblante,
se tordant les mains selon son habitude. Et je suis venue tout avouer si vous voulez bien m'écouter. Avouez quoi? Que c'est de ma faute si nous avons sauté sur votre lit la nuit passée. C'est moi qui l'ai suggéré. Jana n'aurait jamais pris l'initiative d'une chose pareille. J'en suis persuadée. Jana est une petite fille, mais elle sait se comporter comme une grande, mademoiselle Barry. Vous voyez bien que c'est injuste de lui en vouloir. C'est injuste, hein? Je pense, moi, que Jana a largement participé à cet exercice de tremplin. Quelle impertinence dans une maison qui se respecte. Mais nous voulions seulement nous amuser, insista Anne. Je pense que vous devriez nous pardonner, mademoiselle Barry, maintenant que nous nous sommes excusés. En tout cas, s'il vous plaît, pardonnez à Diana et laissez-la suivre ses leçons de musique. Elle y tient tellement, mademoiselle Barry. Je sais trop bien ce que ça fait de prendre quelque chose à cœur et de ne pas l'obtenir. Si vous devez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre moi. Je suis tellement habituée depuis ma tendre enfance à ce que les gens s'en prennent à moi, et je le supporterai infiniment mieux que Diana. Le regard de la vieille demoiselle, durant ce discours, avait considérablement perdu son animosité, et s'était laissé envahir par une étincelle de curiosité amusée. Mais elle ajouta encore avec sévérité. Je ne pense pas que ce soit de bonnes excuses que de prétendre que vous vous amusiez. Quand j'étais jeune, les petites filles ne se laissaient pas aller à des jeux pareils. Vous ne saviez pas ce que c'est que de se faire réveiller quand on est paisiblement endormi après un voyage long et pénible par deux grandes gamines qui vous bondissent dessus. Je ne sais pas, bien sûr, mais je peux l'imaginer, dit Anne anxieuse. Je suis certaine que cela a dû considérablement vous déranger, mais il faut dire aussi qu'il existe un autre point de vue, le nôtre. Avez-vous de l'imagination, mademoiselle Barry? Si vous en avez, essayez de vous mettre à notre place. Nous ne savions pas qu'il y avait quelqu'un dans ce lit, et nous avons cru mourir de frayeur. C'était horrifiant. De plus, nous n'avons pas pu dormir dans la chambre d'amis, contrairement à ce qu'on nous avait promis. Je présume que vous avez l'habitude de dormir dans des chambres d'amis. Mais imaginez un peu ce que vous ressentiriez si vous étiez une pauvre petite orpheline qui n'a jamais eu le droit à un tel honneur. Tout le mordant de mademoiselle Barry avait bien disparu cette fois. De fait, elle se mit à rire, ce qui permit à Diana, qui attendait, muette, inquiète, dans la cuisine, de lâcher un grand soupir de soulagement. J'ai bien peur que mon imagination soit quelque peu rouillée. Il y a si longtemps que je ne m'en suis pas servie, dit mademoiselle Barry. Je dois avouer que votre point de vue mérite autant de considération que le mien. Tout dépend de la manière dont nous envisageons les choses. Allez, asseyez-vous là et parlez-moi de vous. J'ai bien peur de ne pas pouvoir, dit Anne très fermement. J'aimerais bien parce que vous me semblez être une dame fort intéressante, et malgré les apparences, vous pourriez même être une âme sœur. Mais il est de mon devoir de rentrer chez Marilla Culbert. Mademoiselle Marilla Culbert est une dame fort gentille qui m'a prise pour m'élever comme il faut. Elle fait de son mieux, même si c'est là une tâche très ingrate. Il ne faut pas la blâmer si j'ai sauté sur ce lit. Mais avant de m'en aller, j'aimerais que vous m'assuriez que vous pardonnez à Diana et que vous restez aussi longtemps que prévu à Avonlea. Je crois que oui, si vous venez me voir et me parler de temps en temps, fit mademoiselle Barry. Ce soir-là, mademoiselle Barry fit cadeau à Diana d'un bracelet porte-bonheur en argent et précisa aux membres plus âgés de la famille qu'elle avait défait ses valises. J'ai décidé de rester simplement pour faire plus ample connaissance avec cette petite Anne, confia-t-elle franchement. Et à mon âge, quelqu'un qui arrive à vous amuser, c'est chose rare. La seule réaction de Marilla, quand elle eut entendu toute cette histoire, fut de grommeler à Matthew. Je te l'avais bien dit. Mademoiselle Barry resta, comme prévu pendant un mois, et encore davantage. Elle se montra même plus agréable que lors de ses visites antérieures, car Anne l'aidait à conserver sa bonne humeur. Toutes les deux devinrent amies. Lorsque madame Barry prit finalement congé, elle ne manqua pas de dire. « Souviens-toi, Anne, ma fille, quand tu viendras en ville, n'oublie pas de me rendre visite. Je t'installerai dans le lit de ma plus belle chambre d'amis. » Mademoiselle Barry est une âme sœur finalement, confia Anne à Marilla. On ne le penserait pas à la regarder, mais c'est le cas. On ne le découvre pas au premier abord, comme pour Matthew, c'est seulement après un moment qu'on s'en aperçoit. Les âmes sœurs ne sont pas aussi rares que je le pensais. C'est merveilleux de découvrir qu'il y en a autant dans le vaste monde.